Bonjour et bienvenue dans Terre d'Asphalte. Au sommaire de ce 27e numéro, nous partirons au sud de l'Espagne, au volant de la nouvelle BMW Série 2 coupée, mais dans sa version sportive avec la M235i. Puis nous irons dans la région de Madrid pour essayer la nouvelle et très surprenante Harley-Davidson Street 750, avant de conclure l'émission dans un joli décor de Sicile, au volant de la nouvelle Kia Soul. Allez, en route! La série 1 coupée change de nom pour s'appeler série 2, mais la nouvelle BMW M235i ne se contente pas de changer de nom en cette année 2014. C'est en 1973 qu'une légende arrivait sur nos routes avec la célèbre 2002 Turbo. Presque 40 ans après, la nouvelle BMW M235i profite de la naissance de la série 2 pour prendre le relais de la série 1 introduite en 2007. Pour 2014, la série 2 est plus longue de 7,2 cm, plus large de 2,6 cm et un chouille plus basse avec 5 mm de moins, mais ne prend pas 1 gramme sur la balance. L'empattement gagne 3 cm et les voies avant-arrière un peu plus de 4 cm. Notre M235i se distingue peu sur l'avant des autres séries 2, ce qui a pour avantage de rester discret. Seule la base du bouclier est différente avec des entrées d'air supplémentaires. Les optiques lui confèrent un air déterminé comme l'était son illustre ancêtre. La ceinture de caisse est soulignée sur la carrosserie pour accentuer l'impression de longueur que donne cette petite auto. On relève au passage les coques de rétroviseur spécifiques. L'arrière est plus bodybuildé, plus musclé et accueille surtout 2 sorties d'échappement qui encadrent le diffuseur et permettent de profiter des vocalises du 6 cylindres. Un discret déflecteur surligne l'extrémité du coffre. Enfin, le logo M est présent à l'arrière et sur les flancs pour rappeler que la M235i est le fruit du travail de M Performance. Les jantes M de 18 pouces laissent nettement apparaître les étriers de frein bleus siglés eux aussi. Le décor est planté, il ne reste qu'à mettre en route le 6 cylindres qui annonce 326 chevaux et un impressionnant couple de 450 Nm disponible très bas dès 1300 tours par minute. Un moteur qui à lui seul fait tout l'intérêt de cette M235i. La nôtre est couplée à une boîte automatique sport à 8 rapports avec les palettes au volant, mais vous pouvez opter pour une boîte méca à 6 rapports. Le châssis sport est abaissé, la suspension a des réglages sportifs, la direction est à démultiplication variable et bien sûr c'est une propulsion. Avec les modes sport, on profite davantage de la musique du 6 cylindres, mais aussi d'une réponse bien plus vive. Le sifflement du turbo est là aussi. Avec une excellente réponse à l'accélération, la M235i offre de franches relances en sortie de courbe avec un placement idéal à l'accélération. Les palettes au volant permettent de très facilement enchaîner les rapports avec une réponse quasi instantanée. On les passe exactement là où on le souhaite, sans latence, et on peut en descendre 2 très rapidement en entrée de courbe. Le guidage est très précis, l'équilibre avant-arrière de l'auto est parfait, on la sent incisive mais sans trop de poids sur le train avant, même lorsqu'on maintient longtemps le freinage. Elle se laisse mener très facilement juste en plaçant son regard sur le prochain virage. On apprécie d'ailleurs le large repose-pied pour caler son bassin bien droit au fond du siège. Il ne reste qu'à doser le volant et le moteur pour enchaîner les courbes à bonne allure. L'amortissement adaptatif, bien plus ferme en mode sport, limite les mouvements dans les courbes et ou les freinages appuyés, mais sait préserver un certain confort dans les autres modes. Avec un tel ressenti et un moteur qui sait reprendre bas pour prendre des tours rapidement de façon très linéaire, on peut profiter d'une conduite à la fois très fluide et très efficace. On profite à bord de l'empattement légèrement augmenté, d'un volume de coffre qui gagne 20 litres et d'un excellent accueil. Si la M235i sait se montrer très incisive, elle peut aussi proposer un bon niveau de confort à l'avant comme à l'arrière, où l'accès aux 2 places n'est pas très aisé. La sellerie maintient bien, sans nous engoncer, pour toujours se sentir à son aise. Le large repose-pied alu n'est malheureusement pas accompagné d'un pédalier alu pour le style, mais c'est tout. Le volant offre une excellente prise en main
et les petites palettes tombent idéalement sous les doigts pour ne pas les manquer. À gauche du levier de sélection, un bouton permet de changer les modes de conduite, depuis l'Eco Pro pour la conduite la plus souple, jusqu'au mode Sport Plus qui déconnecte l'ESP. Juste avant, le mode Sport permet de le conserver. Tout ceci se retrouve illustré sur le grand écran tout en haut de la console centrale et est rappelé au centre du tableau de bord pour l'avoir plus facilement sous les yeux, un tableau de bord qui reste sobre en dehors du rappel M235i et bien entendu du contour spécifique au régime moteur qu'autorise ce 6 cylindres. Pour le reste, de façon générale, la console centrale est élégante et comprend ici pas mal de boutons, mais l'ergonomie est réussie. Enfin, on ne peut terminer cette revue sans relever la présence d'un véritable frein à main qui ravira les amateurs de sport auto. Au final, la nouvelle M235i est toujours un régal pour les amateurs de conduite avec ce 6 cylindres enchanteur accompagné d'une boîte à 8 rapports rapide et bien entendu la propulsion. L'inimitable sonorité du 6 cylindres et l'efficacité de la conduite procurent un vrai plaisir au volant qu'on ne retrouve finalement que rarement à l'heure actuelle à ce niveau de puissance, mais souvent avec des transmissions intégrales ou des tractions. Toutefois, malgré ses prétentions sportives, la M235i s'est révélée parfaitement agréable lorsque l'heure n'est pas à une conduite sportive. Comme quoi, ce n'est pas incompatible. La M235i, sous sa robe assez discrète, est une auto qui séduira sans aucun doute les passionnés de sport auto, avec une offre devenue rare. On peut hésiter avec deux autres autos qui ne sont pas parfaitement comparables, mais qui partagent un certain nombre de valeurs tout de même. La Porsche Cayman S à partir de 65 828 €, ou pourquoi pas la Nissan 370Z Nismo à partir de 45 000 €. De notre côté, on aime bien l'agrément de ce moteur 6 cylindres, les équipements de série de la M235i et le style qui reste tout de même assez discret. Et on aime un petit peu moins la quantité de modes de conduite qui ne paraissent pas forcément tous utiles, l'absence d'un pédalier à lu, juste pour le style, et l'accès aux places d'arrière. On termine par la fiche technique de la BMW M235i avec sa boîte auto à 8 rapports. Elle est disponible à partir de 49 900 €. Comptez 2 300 € de moins si vous optez pour la boîte méca. On relève sur cette fiche technique l'important couple de 450 Nm disponible très bas dès 1300 tours par minute. Une masse qui reste assez contenue à 1455 kg à vide. Et bien sûr ses performances avec un 0 à 100 en seulement 4 secondes 8. Harley surprend tout le monde en lançant sa Street 750, une machine qui semble bien loin de ce qu'on connaît chez HD. Qui aurait parié il y a quelques années sur le lancement d'une Harley Davidson de 750 cm3 avec un moteur à refroidissement liquide? Pas grand monde. Pourtant, en 2014, Harley lance sa Street 750, une machine qui était au départ prévue pour les pays émergents, mais qui arrivera finalement sur nos routes au mois de septembre. Cette Street 750 marque à elle seule un véritable tournant dans la gamme Harley-Davidson, car en dehors de la très performante gamme VRSC, la Street 750 est la première Harley-Davidson mue par un moteur à refroidissement liquide, de surcroît ici de petite cylindrée. Sur cette nouvelle Harley-Davidson Street 750, on retrouve quelques traits typiques des machines américaines, mais aussi des choses plus surprenantes. On trouve sur l'avant le célèbre petit saut de vent, derrière lequel se cache ici un tachymètre tout rond. Un petit afficheur ne propose que des totalisateurs. Il n'y a malheureusement pas d'horloge. Le guidon lève légèrement les mains, sans être un Nappinger pour autant, et reçoit des commodos qu'on ne trouve sur aucune autre HD. C'est également le cas du Neyman intégré au contacteur. Le réservoir à la forme singulière est assez long, mais surtout large, et contrairement à ceux des Sportster, en dehors du 1200 CA, il est doté de série d'un bouchon qui ferme à clé. La selle avec ses surpiqûres noires est très basse et assez confortable pour le pilote, mais rikiki est incliné vers l'arrière pour le passager. La poupe accueille un feu à LED et des clignotants tout à fait classiques.
les repose-pieds repliables et les commandes sont dans les standards Harley. Au cœur de notre Street 750, bat le V-Twin Revolution X à refroidissement liquide de 750 cm3, accompagné d'une boîte à 6 rapports. Un radiateur tout en hauteur et des ventilateurs se logent à l'avant du tout nouveau cadre. Une révolution esthétique autant que conceptuelle chez Harley-Davidson, contrairement aux deux amortisseurs et à la fourche avec ses soufflets. Enfin, chose rare, il n'y a qu'un unique silencieux qui de loin pourrait faire hésiter sur l'origine de la moto. De près, on relève de ci de là des fils et des connecteurs très apparents, c'est dommage. En tout cas, 750 ou pas, moteur liquide ou pas, les gens la regardent. Donc la 750 Street est une toute nouvelle moto par Harley-Davidson. C'est la première fois que redescend sous une cylindrée en dessous de 883 cm3. Et c'est vraiment une moto qui est adaptée donc à une nouvelle clientèle de jeunes urbains, hommes et femmes. Il y a plusieurs caractéristiques intéressantes sur cette moto-là. D'une part, un châssis tout à fait nouveau qui fait que la moto est très agile et vive dans son comportement et dans ses manœuvres. Et puis également un tout nouveau moteur qu'on appelle Revolution X, à refroidissement liquide et qui est tout à fait adapté à l'utilisation en milieu urbain pour des accélérations au feu rouge, des freinages rapides, des mises en virage autour des ronds-points. En tout cas, une moto très facile à prendre en main et tout à fait à l'aise dans le trafic. Alors, on a depuis quelques années une nouvelle approche vis-à-vis du développement de nos produits. On a voulu s'intéresser aux jeunes, aux young adults. Donc, ce sont des jeunes qui ont entre 18 et 34 ans. On a voulu leur demander quelle serait leur moto idéale. Destiné à un usage urbain, on est assis très bas avec les mains un peu en hauteur et les genoux écartés. À basse vitesse, la direction engage un peu, mais le large guidon procure une certaine facilité dans les manœuvres. L'embrayage est assez souple et la sélection facile, à la montée comme à la descente. On trouve aisément ces marques au guidon, qu'on connaisse ou non Harley-Davidson, mais on peut aussi être surpris avec le V-Twin par sa rondeur et sa sonorité, car on est assez loin de ce qu'on connaît chez Harley-Davidson, à part peut-être lorsqu'on reprend à très bas régime. La Street s'avère assez vive sur les relances et offre une bonne vivacité pour se faufiler, mais même si elle est destinée à un usage urbain, c'est sur les petites routes qu'on découvre une toute autre facette à cette machine. Malgré un amortisseur peut-être un peu ferme selon les goûts, le confort est au rendez-vous sur cette Street avec une position de conduite décontractée. Le nouveau châssis permet des trajectoires précises, certes souvent contrariées par le peu de garde au sol, mais les passages d'un angle à l'autre sont rapides et surtout sans effort. Si on peut regretter de ne pas trouver les spécificités de la motorisation du 883 ou d'une certaine façon la signature HD, on ne peut par contre qu'apprécier la facilité et la précision de ce guidage dans les enchaînements. Inutile de faire des efforts pour garder une conduite fluide et de la réactivité dans ces conditions où la disponibilité du moteur se montre à son avantage. Le freinage est par contre beaucoup plus mitigé. Comme la grande majorité des customs, il faut largement user de la pédale. L'usage du frein arrière est obligatoire en complément du frein avant qui manque cruellement de mordant. Dommage parce qu'avec ce moteur un peu joueur, la Street l'aurait sans doute été encore un peu plus avec un freinage plus convaincant. Enfin, cette machine urbaine et principalement destinée aux nouveaux permis A2 n'est pas dotée de l'ABS. Cet équipement de sécurité, bientôt obligatoire, n'est même pas proposé en option, alors que depuis cette année, il est de série sur les Sportsters, dont le 883. L'année est particulière pour Harley-Davidson avec l'arrivée de cette Street 750, initialement réservée aux marchés émergents. Une petite cylindrée avec une boîte 6, un moteur à refroidissement liquide, une absence remarquée de l'ABS et une finition bien moins soignée sont les principales caractéristiques de cette Street au design à part, même si on reconnaît aisément le style HD. Mais le plus surprenant pour les amateurs de V-Twin américains sera sans doute le moteur par son comportement et surtout sa sonorité. Dès lors, on pourra se poser la question au moment de passer à la caisse face à une Iron 883 à 800 € de plus. La Street 750 étant annoncée en septembre un peu en deçà de 8000 € dans l'Hexagone,
L'écart de prix n'est donc pas si important contrairement à la sensation distillée par ces deux machines, tant à l'arrêt qu'à la conduite. Reste que comme il se doit, le catalogue pour la personnaliser sera conséquent contrairement à la concurrence, alors à vous de faire la vôtre. On peut hésiter avec une autre Harley-Davidson, la 883 Iron à partir de 8 790 €, ou pourquoi pas la nouvelle Yamaha Bolt 950 à partir de 8 499 €. De notre côté, on aime bien le châssis et les suspensions, la vivacité de ce nouveau moteur V-twin et la facilité de prise en main en toutes circonstances. Et on aime un petit peu moins le fait qu'il n'y ait pas d'ABS, même en option, l'absence d'une horloge pour une machine destinée à un usage urbain, la sonorité de l'échappement et des détails de finition, notamment tous les fils apparents. On termine par la fiche technique de cette Harley-Davidson Street 750. Elle sera disponible en France à partir du mois de septembre à un petit peu moins de 8 000 €. On relève la valeur de couple qui est assez importante, le frein avant qui par contre lui ne l'est pas, les largeurs de pneus qui sont tout à fait raisonnables, une hauteur de selle qui devrait permettre à tout le monde de bien poser les pieds à plat au sol, et enfin le volume du réservoir qui est assez important et surtout supérieur à celui des Sportsters. Kia lance cette année le nouveau Soul, la nouvelle génération de cette auto qui avait surpris tout le monde lors de son lancement. Difficile de ne pas remarquer le Kia Soul. Avec son nouveau design inspiré du concept Trackster, sa nouvelle plateforme qu'il partage avec la Ceed et de tout nouveaux équipements, le nouveau Soul change en profondeur par rapport à la précédente génération. Mais même si le style n'en reprend aucun élément, la silhouette au perché est conservée. La face avant se distingue par une imposante prise d'air, les gros anti-brouillard en bas dans les coins et la calandre spécifique des Kia avec le logo juste au-dessus. Les grandes optiques qui délimitent les coins de la carrosserie accueillent désormais les feux diurnes à LED qui les surlignent. Ce dessin tout carré se retrouve sur le profil du Soul avec sa surface vitrée où peu d'arrondis viennent contrarier les traits tendus. Les grands feux s'étirent sur toute la hauteur du haillon, lunettes arrière comprises. Ici encore, les deux anti-brouillards délimitent les coins inférieurs de la poupe. Une chose est certaine, peu d'autos peuvent revendiquer de tels choix stylistiques. Dans ce profond remaniement, la conduite n'a pas été oubliée grâce notamment à l'adoption de la plateforme qui équipe la dernière génération de Ceed. Ce crossover est avant tout pensé pour un usage urbain, c'est en effet hors des grands axes qu'on en profite le plus, avec une belle maniabilité, une vision de la route un peu surélevée et une motorisation très souple. Le moteur diesel de 128 chevaux qui équipe notre Soul est associé à une boîte manuelle agréable qui ne permet pas une conduite très dynamique en raison du poids un peu important de l'auto. En dehors de la sonorité du moteur qui n'est pas forcément très jolie lorsqu'on le sollicite de trop, le Kia Soul se laisse mener très facilement. Il y a certes un peu de roulis, mais bien moins qu'avant, même si l'amortissement sait préserver le confort des occupants. Rien de surprenant avec ce genre de silhouette donc, en dehors peut-être du freinage un peu vif sur la fin, un coup à prendre. Quoi qu'il en soit, le nouveau Soul est une voiture facile à vivre autant qu'à conduire. Il donne l'impression d'être au volant ni d'une berline, ni d'un monospace, c'est un ressenti vraiment différent à l'image de son design et de son intérieur. En effet, si les traits du Kia Soul le surprennent, l'intérieur n'est pas banal pour autant, surtout avec notre joli coloris biton. La plateforme de la Ceed, adoptée maintenant par le Soul, permet de profiter de plus d'espace aux genoux pour les places arrière. Le coffre n'est du coup pas aussi grand qu'on l'imagine. L'avant est particulièrement accueillant avec cette sellerie. Dans le détail, on trouve des éléments très classiques, comme le tableau de bord par exemple, ou le bouton de démarrage sans clé devant les prises USB et 12 volts qui sont peu distinctifs. L'agencement est aussi sans surprise, mais on remarque le grand écran tactile qui donne accès à toutes les fonctions, dont la navigation et quelques applications. La lisibilité de cet écran est parfaite et l'ergonomie générale réussie, à l'image du volant qui allie une bonne prise en main,
et le style soigné des boutons. On relève quelques éléments plus surprenants, par exemple le bloc de la climatisation avec les 2 boutons qui commandent les sièges chauffants et même rafraîchissants, une fonctionnalité très rare. Enfin, on ne peut quitter cet habitacle sans un détour par les ouïes latérales de ventilation. Le dessin de ces éléments est sympa, mais elles sont surtout surmontées par des haut-parleurs. Un détail qui fait son petit effet. Au final, Kia ne révolutionne pas son crossover urbain en changeant pourtant tout, mais le bonifie très nettement et sur tous les plans. Depuis la plateforme jusqu'au design, en passant par l'intérieur et les équipements, rien n'a été oublié, mais toujours en gardant l'esprit du Soul. Cette Kia se reconnaît toujours au premier coup d'œil et sait proposer une expérience de conduite ou tout simplement un accueil à bord qu'on ne retrouve quasiment dans aucune autre auto. Certes, les choix stylistiques tranchés ne plairont pas à tout le monde, mais ils ne laissent pas indifférents et il faut reconnaître que tout a été amélioré pour que ce Soul soit plus qualitatif. Si vous l'aimiez déjà, vous allez l'aimer encore plus, mais le nouveau Soul se voit pousser des ailes et vise de convaincre les sceptiques qui n'ont pas encore craqué pour sa bonne bouille en avançant quelques sérieux arguments. Au regard de l'intérêt suscité par cette nouvelle mouture, sans doute que le Kia Soul pourrait devenir un peu moins confidentiel cette année. On peut hésiter avec la star des ventes de la catégorie, qu'est le Renault Captur DCI 90 à partir de 21 400 €, ou pourquoi pas une voiture qui a un petit peu la même silhouette, le Skoda Yeti avec un moteur 1.6 litre TDI de 105 chevaux à partir de 24 350 €. De notre côté, on aime bien le design qui est plus soigné, l'équipement de série qui est enrichi et la conduite qui est améliorée, notamment avec l'adoption de la nouvelle plateforme de l'acide. Et on aime un petit peu moins la conduite qui est certes améliorée mais peu tonique, le volume du coffre et la sonorité du moteur qui est assez présente. On termine par la fiche technique du Kia Soul 1.6 litre CRDI de 128 chevaux. Il est disponible à partir de 19 650 €. On relève quelques points remarquables sur cette fiche technique. D'abord, la puissance qui est assez importante dans la catégorie avec 128 chevaux. La disponibilité du couple sur une plage d'utilisation qui est tout à fait agréable. Le point un petit peu faible de tous les crossovers, c'est la masse à vide. Mais le Kia Soul affiche tout de même une consommation mixte tout à fait raisonnable à 5 litres au 100. Et voilà, c'est terminé pour ce 27e numéro de Terre d'Asphalte. On se retrouve sur la même chaîne à la même heure, le 2 mai, avec les essais de la nouvelle Peugeot 308 SW dans les paysages de la Côte d'Opale et de 2 nouvelles motos signées Honda, la VFR 800 et surtout la CB 650F qui fait son entrée dans la gamme. D'ici là, bonne route à tous et à bientôt!